Tesla Amarel, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc conseillère d'État sortante, vous avez 49 ans, vous avez un parcours qu'on peut rappeler, qui rappelle celui de certains de vos adversaires, et qui est un peu classique, on va dire, pour la politique suisse, conseillère communale à Lausanne, à Yverdon-les-Bains, députée, conseillère nationale également. Vous étiez la nouvelle, finalement, dans ce collège, quand vous êtes arrivée. Je vais prendre un peu des nouvelles de la Tesla Amarel de 5 ans après. Comment elle va Écoutez, ça va bien. C'est vrai que c'était un travail au Conseil d'État que je soupçonnais de passionnant. Et puis, c'est vrai que je n'ai pas été déçue. On a aussi été évidemment très surpris par la crise pandémique qui nous est arrivée dessus. Ça ne nous a pas empêché de pouvoir poursuivre les objectifs et les chantiers qu'on avait. Mais c'est vrai que ça va. Mais c'est vrai que c'est intense, c'est passionnant, c'est surprenant. Et puis, c'est vrai que c'est un travail très concret. Je vous pose la question que je pose aussi aux néophytes, aux gens qui veulent éventuellement avoir votre poste. Votre engagement politique, il est socialiste vraiment depuis le départ, voire très socialiste, avec des mentors, notamment Pierre-Yves Maillard. Est-ce que vous auriez pu, comme tous ces candidats qu'on a vus arriver, être encore plus à gauche, être à gauche de la gauche ? Écoutez, vous savez, le travail au Conseil d'État, c'est un travail qui vous permet d'avoir une chance unique, c'est d'agir concrètement pour le bien de la population et l'intérêt général. Et c'est vrai que dans cette perspective, on n'est pas en train de se dire est-ce que je suis la plus à gauche du Conseil d'État ou est-ce que je peux encore être plus à gauche. C'est un travail vraiment d'équipe. Et l'essentiel, c'est d'être solide dans sa vision cohérente de ce que doivent être les principales orientations pour le canton. Et je pense que les problèmes idéologiques, ils sous-tendent toutes nos actions, mais ces questions sont sont moins prenantes que si on était au Conseil national, par exemple, où on vous demande de faire toujours un exercice de déclaration, d'occupation de l'espace médiatique autour de vos idées. Ici, vous êtes dans la salle des machines au Conseil d'État. Et donc, ce qu'on vous demande, c'est d'être concret et efficace pour le bien de la population. Et c'est ce que, nous offrons en fait avec la liste du PS et des Verts. C'est une équipe qui soit cohérente, efficace et concrète. Votre chemin, il est tracé là. Vous rempilez, vous êtes réélu, vous conservez votre département, la formation, etc. Écoutez, en politique, il ne faut jamais se projeter parce que il y a toujours des surprises, il y a toujours des éléments qui ne vous permettent pas, d'établir un plan de qu'est-ce qu'on sera dans 5 ans, etc. L'essentiel, c'est d'être focalisé sur le présent. Et aujourd'hui, moi, j'ai un département qui est très gros, qui suit son cours, quelle que soit la campagne électorale. Et puis en même temps, il y a cette campagne où l'enjeu, c'est vraiment de faire comprendre à la population quels sont les enjeux essentiels entre une liste de droite et une liste de centre-gauche, et puis de dire quel est le mieux pour l'intérêt général de ce canton. Vous êtes juriste. Vous avez travaillé beaucoup dans l'immigration, on vous qualifiait d'intellectuel avant que vous entriez dans le Conseil d'État. Vous voyez, avec un i en plus, là, il y a 10 ans, quand vous vous êtes engagé en politique ? Non, pas du tout. Parce que c'est vrai que la politique institutionnelle, elle ne m'a pas attirée dès le départ. J'étais plutôt quelqu'un qui était très investi au niveau militant, dans les associations en particulier. Et puis, c'est vrai que petit à petit, il y a une maturation qui m'a permis de comprendre que si on veut aller vite parfois dans les projets, c'est vrai que l'outil institutionnel est absolument décisif. Et donc, c'est vrai que je n'ai pas été déçue parce que pendant ces 5 dernières années, j'ai pu mener vraiment des chantiers, tant dans l'éducation numérique. Maintenant, on a plus de 21 000 élèves qui sont dans l'éducation numérique, qui suivent les projets. On a évidemment toute une série, on a créé plus d'1 millier de places d'apprentissage pour les élèves qui souhaitent aller dans l'apprentissage. Je ne vais pas vous dire le bilan, mais disons, c'est quand même très concret. Et puis ce bilan, moi j'en suis fière. Et puis je crois que le Conseil d'État peut aller de l'avant avec un bilan solide. Une question que je pose à tous les autres candidats, du coup je la détourne un petit peu. Est-ce que vous rêvez d'une réforme que vous pourriez mettre en place à votre retour si vous revenez au Conseil d'État
avec un grand conseil à majorité de gauche pour vous aider un petit peu? Quelque chose d'idéal, hein. Ne soyez pas trop réaliste. Mais je crois que, comment dire, vous savez, quand on est conseiller d'État, on agit toujours dans le concret. Et puis, c'est vrai que si je pouvais avoir une baguette magique, je dirais que je créerais 4000 places d'apprentissage, par exemple, dans des secteurs innovants. Que ce soit les informaticiens, que ce soit dans le domaine de la santé, les électroniciens, etc. Je créerai un nouveau statut pour les artistes, parce qu'ils en ont grand besoin. Je créerai 40 salles de gym d'un coup, pour pallier à l'absence de salles de gym dans le canton. Et puis, si vous voulez, je ferai en sorte qu'il n'y ait plus de discrimination, par exemple, entre les hommes et les femmes. Magique, ça, hein. C'est une très grosse baguette magique. Voilà, plein de choses comme ça. On peut parler alors des choses concrètes, hein, que vous pourriez éventuellement faire. J'ai envie de vous poser les questions là-dessus. On va peut-être parler un petit peu de formation, mais le but, ce n'est pas forcément de revenir là-dessus. Il y a beaucoup question des transports publics en ce moment, au Grand Conseil, évidemment aussi. Il y a une initiative en cours. Votre avis sur la gratuité des transports publics dans le canton ? Alors moi, je pense que nous, dans notre programme, nous avons souhaité prendre en compte cet élément. C'est clair, les infrastructures, il faut continuer à investir de manière massive dans les infrastructures et il faut certainement baisser le prix en fait, des transports publics, pas pour tout le monde, mais en tout cas pour un certain type de population qui en ont aujourd'hui besoin. Je pense que offrir la gratuité ciblée ou de très fortes réductions pour les étudiants, pour les apprentis, pour les retraités, pour tout je pense que c'est important et utile de cibler pour faire en sorte qu'on réduise de manière claire les transports publics pour ce type de population. Ça ne veut pas dire qu'on offre la gratuité des transports publics à tout le monde, mais ça veut dire, je pense, qu'il faut prendre en compte cette baisse du prix des transports publics de manière ciblée pour un certain nombre de types de populations. C'est difficile de transporter les Vaudoises et les Vaudois, de faire ce lien dont on a parlé également au Grand Conseil entre les régions périphériques, entre guillemets, les campagnes, et la ville de Lausanne qui draine, je ne sais plus quel pourcentage de la population du canton, qui est énorme. À peu près un tiers, oui. Un tiers des personnes transitent par Lausanne. Si vous voulez... offrir un accès de transport public efficace partout dans le canton, c'est vraiment l'objectif clé en matière de mobilité pour ces prochaines années. Et je pense que ça, c'est vrai que tout le monde doit être mis à la même enseigne et de pouvoir accéder à ces transports publics. Dans le Chablais, on l'observe, il y a eu un gros effort qui a été fait ces dernières années là-dessus. On peut continuer, évidemment, on doit continuer à faire cet effort-là, mais on doit développer des bus de ligne régionale, on doit faire en sorte que les cadences des trains régionaux au quart d'heure puissent se faire un peu partout. Et ça, c'est vraiment la cohésion. Ce qu'il y a derrière, c'est l'enjeu de la cohésion du canton. C'est de faire en sorte qu'on ne soit pas prétérité parce qu'on habite un peu plus loin qu'à Lausanne. Et c'est vrai que ça, c'est un enjeu fondamental. Par exemple, le fait de construire le tram Lausanne-Renan, Villars-Sainte-Croix et les métros M2, M3, c'est aussi pour toute la population, non pas seulement lausannoise, mais c'est pour toutes celles qui se déplacent, par exemple, du Nord vaudois à Lausanne de manière régulière. Donc oui, il y a un effort massif qui doit être fait dans le domaine des transports publics efficaces dans tout le canton. Il y a aussi une explosion démographique dans le canton. Il grandit très vite, entre guillemets trop vite selon le point de vue. Comment est-ce qu'on transporte justement tous ces gens et comment est-ce qu'on fait en sorte également, je fais une petite transition, que ça ne soit pas dommageable pour le climat ? Je pense que c'est une politique couplée entre une politique des transports qui investit de manière massive dans les transports publics et puis aussi une politique qui permet justement d'investir massivement dans les énergies renouvelables puisque la liste du PS et des Verts demande en fait un investissement de 300 millions. Je pose toujours la question pour le canton, lesquels on peut pousser ? Lesquels on peut pousser, les investissements ? Les énergies renouvelables ?
Disons, toutes les énergies renouvelables, ça c'est sûr qu'il faut évidemment les faire en bonne intelligence, faire en sorte qu'on puisse, investir pour adapter en fait les systèmes humains aux énergies renouvelables et faire en sorte que ce soit dans le domaine solaire, que ce soit dans le domaine en particulier des éoliennes, puisqu'on a vu, il y a un gros travail aussi d'explication, un gros travail aussi de mise en place en fait de ces énergies renouvelables et faire en sorte qu'on puisse aboutir aux standards des accords de Paris pour décarboner le canton sur la base de ces standards et même les dépasser. Je vais passer à un autre point de votre programme. Il est question d'égalité entre les citoyennes et les citoyens. De quoi on parle exactement? Est-ce qu'il y a au centre un petit peu aussi cette égalité femmes-hommes qu'on doit pousser et que, évidemment, vous, en tant que politicienne, j'imagine, vous voulez pousser? Bien sûr, alors l'égalité homme-femme ou femme-homme, c'est vrai que c'est un des combats politiques les plus ancrés, notamment dans ma formation politique dans le Parti socialiste. C'est vrai qu'il y a la question de l'égalité salariale, qui n'est toujours pas atteinte, puisqu'on a toujours entre 10 et 20% de discrimination salariale entre les hommes et les femmes. On a évidemment la question de la violence domestique, puisqu'on doit toujours investir davantage pour faire en sorte que la violence domestique puisse être résorbée autant que possible. On sait que c'est un fléau social qui touche toutes les couches de la population. Et puis ensuite, moi je suis dans le domaine scolaire, donc on sait bien que dans le domaine scolaire, il y a un gros travail à faire pour que les moyens d'enseignement soient mis dans une perspective égalitaire. On a aussi toute la problématique du harcèlement scolaire, en particulier pour les personnes qu'on appelle les LGBTIQ, pour l'homophobie, la transphobie. Tout ça, c'est des domaines qui doivent faire l'objet de politiques publiques volontaristes pour qu'on puisse aboutir à des résultats. De quoi vous avez besoin si vous voulez pousser, mettons que vous récupérez ou conservez cette majorité rose-verte au Conseil d'État, vous avez besoin par exemple d'un grand conseil de gauche pour faire pousser des réformes. On a parlé aussi avec certains de vos concurrents de cette réforme pour introduire plus de durabilité à l'école qui n'a pas passé au Grand Conseil. Ça, c'est quelque chose que vous voulez, c'est un ouvrage que vous voudriez remettre sur le métier également? Alors tout à fait, ça vous me tendez une bonne perche, parce que c'est vrai, l'école durable, il y a eu un exposé des motifs et projet de décret qui permettait d'investir 7 millions pour l'école durable, pour par exemple qu'on puisse former les enseignants à faire l'école à la forêt, par exemple, ou bien qu'on puisse avoir une école où les projets en fait, de durabilité sont importants. Le fait qu'on réfléchisse systématiquement, par exemple, quand on met en place l'éducation numérique aux impacts sur l'environnement, ça, c'est typiquement des projets qui font partie de cet exposé des motifs qui était à hauteur de 7 millions pour la formation des enseignants et pour qu'ils puissent avoir le dispositif pour mettre en place cette école durable. Malheureusement, une majorité du Grand Conseil n'en a pas voulu. À une petite majorité, ça n'a pas passé et c'est clair que nous reviendrons, en tout cas si je suis réélue, je reviendrai évidemment avec la nouvelle majorité ou la majorité du Conseil d'État pour faire en sorte que cet exposé des motifs puisse être rediscuter au sein du Grand Conseil avec quelques éléments nouveaux pour rediscuter. Mais vous savez, c'est vraiment fondamental cette école durable. Pourquoi ? Parce que, notamment, en particulier la droite se plaint qu'on n'a pas assez de scientifiques, qu'on n'a pas assez d'ingénieurs, mais l'école durable, c'est ce qui vous permet d'entrer dans l'esprit scientifique, par exemple, parce que la première interrogation d'un scientifique, c'est de savoir quel est son rapport à la nature, comment il explique des phénomènes naturels. Donc l'école durable, les projets de durabilité en matière scolaire, c'est aussi un élément qui vous permet d'aller plus avant dans votre esprit scientifique. Et ça, c'est des éléments clés pour le futur. Il y a un point de friction entre la gauche et la droite. C'est au niveau économique, mais ce n'est pas l'économie, c'est les finances. Toutes les réformes, toutes les initiatives qu'on veut mettre en place et que la gauche, évidemment, veut mettre en place coûtent de l'argent. Vous, ce que vous dites, c'est oui, ça coûte de l'argent, donc on ne baissera pas les impôts. Ça, vous l'assumez? Disons, c'est clairement pas le moment de réduire massivement les ressources de l'État.
Il faut le dire, il y a eu quelques réformes dans le domaine fiscal qui ont permis... Vous savez que ça ne plaît pas à un certain nombre de personnes. Oui, oui, bien sûr, mais il faut... argument de campagne de dire qu'on va faire baisser les impôts. La proposition de réduire massivement les ressources de l'État en baissant les impôts des personnes physiques en particulier, pour nous, n'est pas une bonne idée, puisque la droite, elle propose 6 milliards de baisse fiscale pour toute la législature, si j'ai bien compris. Ça veut dire que c'est 1,2 milliard par année. Il faut savoir que 1,2 milliard par année, c'est la suppression de tous les subsides d'assurance maladie et des PC famille. Et puis pour l'année, 1,2 milliard par année, ça peut être aussi la suppression de 10 000 postes d'enseignants. C'est toute une série de baisses drastiques des ressources de l'État qui ne nous permettront pas de faire des projets importants dans le domaine de la mobilité, dans le domaine justement de la durabilité, dans le domaine justement des impacts environnementaux. Si on veut décarboner le canton pour être au standard des accords de Paris, eh bien, nous devons investir massivement dans la rénovation des bâtiments, dans les énergies renouvelables, et tout ça, évidemment, ça coûte de l'argent. Et donc, vous ne pouvez pas coupler, vous ne pouvez pas sortir d'une crise comme celle qu'on a vécue ces 24 derniers mois, où nous avons justement dû beaucoup investir dans toute une série de secteurs, que ce soit l'économie, la culture et plein d'autres choses, et dans le domaine sanitaire. Et puis, de l'autre, juste à la sortie de cette crise, venir nous dire que c'est le moment de réduire massivement les ressources de l'État, alors que ces baisses massives introduiraient justement des baisses massives de postes d'enseignants, des baisses massives aussi concernant toutes les subsides d'assurance maladie et des PC famille. Alors non. Merci beaucoup, Cécile Amarelle. Si jamais vous êtes réélu, vous seriez prête à changer de département ? Écoutez, je crois que c'est prématuré. On n'est pas élu pour on est élu pour une fonction qui ne nous appartient jamais, mais on est élu pour une fonction et évidemment après, ça c'est des choses qui appartiennent au futur collège, voir quelles sont les préférences, quels sont les rapports de force politique aussi qui permettent ou non de se maintenir dans un département. Merci beaucoup. Merci.